Son programme, en 1848, augmenter le traitement des instituteurs, supprimer le remplacement militaire, taxer le prix du charbon, imposer les successions, nationaliser les chemins de fer, créer l'impôt sur le revenu. Un homme qui propose ce programme ne peut qu'être renversé, et très vite. Il est vrai qu'en plus, Lamartine voulait faire abaisser la durée du travail quotidien à 10 heures au lieu de 11. Scandaleux, selon la Revue des Deux Mondes. Un attentat, une violence faite à la liberté. Qui donc était le Lamartine politique ? Allait-il être, à son insu, celui qui pouvait endormir les rouges jusqu'à ce qu'on puisse les museler ? Les historiens racontent les 121 jours de Lamartine par Henri Guillemin, première diffusion sur France Culture le 14 septembre 1986. Le passage éclair de Lamartine au pouvoir, ça a duré 4 mois, mais 4 mois exactement, puisqu'il a pris le pouvoir le 24 février 48 et qu'il va tomber du pouvoir le 24 juin 48. Ça nous fait donc 121 jours. Eh bien, il y a une tradition assez enracinée à ce sujet, en disant c'est un poète égaré dans la politique. C'est exact, il avait été connu comme poète en 1820 avec les médiations, en 1830 il est élu à l'Académie française à cause des harmonies poétiques et religieuses qui sont un ruissellement lyrique sur la France. Mais enfin, ce n'était pas simplement un poète comme nous allons le voir. Alors, poète égaré dans la politique, et on dit, il a fait 4 pas dans les nuages, et puis naturellement, il s'est effondré parce que le réel l'a abattu. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Nous allons voir que c'était pas tellement un poète égaré, qui savait très bien où il allait. Nous allons voir surtout qu'il ne s'agissait pas d'un effondrement, mais d'un renversement brutal par des gens furieux qui le haïssaient pour des raisons précises. En somme, on se trouve en présence d'une légende, une fois de plus, et je voudrais essayer d'y substituer l'histoire vraie. Alors, quel âge il a ? Il a 58 ans, en 1848. Il se tient très bien, c'est un homme qui n'est pas vieux, qui a à peine quelques cheveux gris, redressé, environ 1m80, comme vous savez, très beau visage, beaucoup de prestance, et c'est un homme depuis un certain nombre d'années qui s'occupe de politique. En effet, il a été député du Nord, puis ensuite de Mâcon, à partir de 1833. En 1839, il a cessé de publier de la poésie précisément parce qu'il fait de la politique et qu'il se dit, les gens vont se dire si facilement, un poète c'est pas sérieux. Mais alors il a cessé. Qu'est-ce qu'il avait fait en politique ? Voilà, en 1830, c'était un diplomate. Il était entré au service diplomatique, sa restauration en 1820. Puis en 1830, voilà les journées de juillet où le brusquement la monarchie est renversée. Et ce qui se passe sous ses yeux, les cœurs. Il a été assez dégoûté de voir ce qu'il appelait la branche bâtarde, c'est-à-dire les Orléans se substituer aux Bourbons. D'autre part, il y a eu un mouvement populaire dans Paris, comme vous savez, a eu le sentiment justifié que ce mouvement populaire a été dévié et confisqué. Alors lui, il est convaincu que ça se tournera mal. Un gouvernement qui est né de cette façon-là finira mal. Et il a une idée très précise, qui est une idée aujourd'hui surprenante à cette époque, pour lui en effet, c'est ce qu'il appelle littéralement la question des prolétaires. C'est en 1834 qu'il va écrire « La question des prolétaires est celle, je lis, celle qui fera l'explosion la plus terrible dans la société actuelle si les gouvernements se refusent à la sonder et à la résoudre. » D'autres textes de lui, que je prends entre les années 1834 et 1848, indiquent précisément ceci: le prolétariat est aujourd'hui dans une condition pire qu'elle n'a jamais été. Et il est particulièrement indigné par ce qu'il appelle les concentrations industrielles. On appellerait ça aujourd'hui les trusts. Et c'était autour de la sidérurgie d'une part et autour des chemins de fer d'autre part que s'étaient constituées ces coalitions. Et en 1946, il va sortir quelque chose que j'ai noté avec les chiffres même, qui est assez saisissant. Ce qu'il avait vu dans la Loire vers 1846, c'est ceci. Il y avait un grand nombre de sociétés sidérurgiques et minières. Elles avaient annoncé qu'elles allaient se réunir en une concentration. Et leur thème avait été, puisque nous allons avoir des frais généraux diminués, on pourra augmenter les salaires et réduire le prix de vente. Et Lamartine, à la Chambre, exactement le 26 mars 1946, a porté des chiffres que voici. Avant la concentration industrielle, la moyenne des salaires était 2,75 francs dans la journée, 2,75 francs. Et depuis la concentration, les salaires qui devaient être augmentés sont tombés à 1,30 franc. Le prix du charbon avant la concentration était de 0,77 francs l'hectolitre de charbon. Il est maintenant passé à 1,32 franc. Par conséquent, on nous a menti. Et dit-il, lorsqu'il y aura 20 000 actions de cette nouvelle concentration industrielle répandue dans toutes les consciences politiques, c'est cette concentration qui gouvernera le gouvernement.
Il avait ajouté aussi, c'est très bien, des doctrines de libéralisme économique, mais quand il regarde de près, on s'aperçoit que c'est une plaisanterie. C'est Lamartine qui parle. Et il dit, il y a des gens qui disent que l'État ne doit pas s'occuper des affaires économiques et sociales, qu'elle ne le regarde pas. Mais les mêmes qui interdisent à l'État de regarder la manière dont ils gagnent leur argent sont suspendus au basque de l'État pour demander des indemnités, pour demander par exemple la construction des chemins de fer, que toute la substructure qui est si coûteuse, par exemple les tunnels ou les ponts, soient construits par l'État, quand les bénéfices seront pour eux seuls. Il dit ça, c'est une plaisanterie. Et il y a une phrase de lui que j'ai retrouvée là également. On se demande s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu de révolution française quand on regarde ce qui se passe dans l'ordre économique et social. Là, vous voyez que son problème est un problème qui nous intéresse aujourd'hui tellement, puisque c'est un problème économique et social. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Eh bien, il est élu à la Chambre. Vous savez, à ce moment-là, il y avait très peu d'électeurs, puisque c'était le centre électoral à travers toute la France, environ 170 000 électeurs. Il a essayé de créer à la Chambre ce qu'il a appelé le Parti social, c'est-à-dire des gens conservateurs, comme lui, qui accepteraient d'ouvrir les yeux sur les menaces contemporaines et qui seraient ce qu'il appelle des conservateurs prévoyants. Car c'est dans leur intérêt même qu'il faut empêcher qu'une explosion se produise, parce que s'il y a explosion, il y a peut-être anarchie. Il n'a personne autour de lui, vraiment personne. On le trouve bien gentil, très souriant, il a dit comme une boutade et on a pris ça presque au sérieux. Moi, j'habite au plafond. Alors ça veut dire qu'il est un rêveur. Non, justement, il voulait dire je veux dominer la situation, mais c'était peut-être une image impropre de sa part et dangereuse. Toujours est-il qu'il va soutenir quand même le gouvernement. Quand en 1840, il voit que M. Thiers veut prendre le pouvoir pour une politique agressive, vous savez peut-être que entre la France et l'Angleterre, à cause de l'affaire d'Égypte, les choses allaient très mal en 1840 et qu'on avait fait revenir les cendres de l'empereur pour chauffer le sentiment national. Et il y a là, permettez-moi de vous le dire, un discours de Lamartine sur Napoléon dont je lui suis particulièrement reconnaissant parce qu'il dit sur Napoléon des choses que personne ne disait en son temps. Il explique que c'était... L'expression que je vais vous dire n'est pas de lui. Il m'a fait une espèce de truand costumé en prince ou en empereur, que c'était quelqu'un en tout cas dont la gloire était faite de piles de cadavres, de monceaux de cadavres et de ruisseaux de sang, et que si la France, à ce moment-là, avait été une France impériale et conquérante, ce n'était pas une heureuse image d'elle qu'elle donnait au monde, et que, en fait, et au bout du compte, Napoléon avait laissé la France d'une part exsangue et d'autre part territorialement plus petite qu'il ne l'avait prise. Bon, fermons ma parenthèse, il fait ce grand discours contre Napoléon. Il gagne la partie en ce sens que Thiers va être renversé. Évidemment, le gouvernement, Louis-Philippe, qui considère que ce personnage a du prestige et serait bien utile, lui offre un ministère. Pas question. Lamartine a décidé qu'il resterait l'homme en marge, l'homme de réserve, qui garderait son indépendance absolue et qui n'a rien à faire pour l'avoir. Alors il doit faire un test. Il se présente en 1941 à la présidence de la Chambre. La présidence de la Chambre ne comporte pas un engagement politique très précis. On n'est pas d'un parti, en principe. Et il espérait qu'il aurait derrière lui une majorité. Pas du tout, il est écrasé, complètement écrasé. Alors le voilà qui va décider une option qui va épouvanter une partie de sa propre famille. En 1842, ce Lamartine, qui est dans une opposition élégante, va tourner l'opposition brutale. À partir de fin 1842, il dépasse la fameuse opposition dynastique, celle d'Odile Lombard, une opposition dynastique, une opposition pour rire, comme il disait, et il passe à ce qu'il faut bien appeler l'ultra-gauche. Lamartine est un homme qui est décidé maintenant à faire la République. Il a le sentiment que, au point de vue du progrès social et au point de vue même de l'ordre, c'est la République, c'est-à-dire le suffrage universel, qui doit triompher. Et pour y arriver, il a une idée qui n'est pas si sotte, inspirée par ses besoins d'argent. Il va écrire une histoire des Girondins qui lui rapportera, figurez-vous, quelque chose comme 500 000 francs cash, 500 000 de l'époque. Un livre qui paraîtra en plusieurs fascicules au début de l'année 47, qui aura un succès énorme et qui dessinera pour l'opinion publique une image de Lamartine. L'image d'un homme qui explique que République et terreur sont des choses différentes, qu'on peut très bien constituer une République française en abolissant la peine de mort en matière politique, ce qu'il fera tout de suite, et d'autre part une République qui, ayant le suffrage universel, aura la possibilité sans cesse de progresser. Il a des gens qui l'entourent, qui l'écoutent, qui sont un peu méfiants. Pourtant, à son ami Circourt, il avait écrit « Il y aura certainement un grand flot de terreur qui me jettera au timon brisé. » Il s'attend à un clash. Il y a une campagne des banquets, vous en avez entendu parler, enfin tout le monde en parle. Campagne des banquets, on s'imagine encore assez facilement aujourd'hui que c'était presque pré-républicain et très démocrate. Vu de près, c'est pas tout à fait ça. Il y avait des gens qui réclamaient le droit de vote. Ils voulaient l'élargissement du sens, quoi. On appelait ça les capacités. Quoi, c'était une moyenne bourgeoisie.
C'était des notaires, c'était des avocats qui estimaient qu'ils avaient bien le droit d'être électeurs. C'est surtout ceux-là qui vont faire les banquets. Ce sont des gens qui sont irrités de se dire encore d'être tenus à l'écart du festin des attablés et qui voudraient faire partie des gens qui dirigent. Lamartine va bien au-delà et il a toujours refusé de participer à la campagne des banquets. Il a décidé de faire son banquet tout seul. Le fameux banquet 18 juillet 1847 à Mâcon, sur le quai des Marans à Mâcon. Et comme il venait de se produire des événements minables, l'affaire Teste-Cubière, vous vous rappelez peut-être, c'était une histoire à la fois de corruption parlementaire et de concussion. Lamartine va prononcer un mot d'une violence extraordinaire et il ne la regrette pas. La révolution qui s'approche, c'est la révolution du mépris, dit-il. Et en effet, le 24 février 1848, ça éclate. Je dois vous dire également que peu de temps après ça, en 18 juillet, il avait dans une lettre du 2 août à un ami, Circourt, il avait écrit ceci. On est là de cette réaction stupide qui dure en France depuis le 18 Brumaire. Vous avez bien entendu, hein, depuis le 18 Brumaire. Par conséquent, pour lui, déjà le 18 Brumaire, c'était la marque d'une régression, ce qu'il ne faut pas oublier. Alors nous voilà le 24 février. Et vous savez à quel point ça a été surprenant. Puisque le 24 février, absolument à l'improviste, ça fait en quelques heures, la fameuse monarchie de Juillet, qui durait depuis 1830, s'est écroulée. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il s'est passé que la garde nationale, qui était composée en partie de gens qui étaient mobilisés mais qui ne votaient pas, était fâchée contre Guizot qui n'acceptait pas de donner le droit de vote à un certain nombre de néo-bourgeois, de bourgeois enrichis. Et ces gens ont refusé de soutenir le gouvernement lorsqu'il y a eu des émeutes. Si bien que le prolétariat de Paris, les petites gens de Paris, vont avoir pour la première fois des armes à la main. Alors vous imaginez l'émotion que ça peut produire, puisqu'il n'y a plus de droit, il n'y a plus de garde nationale. L'armée a quitté Paris, l'armée s'est protégée hors de Paris parce qu'un certain nombre de régiments avaient manifesté de mauvais esprit, presque de la sécession, comme on verra en 1971. Toujours est-il qu'il y a un Paris qui est maintenant livré à la petite plèbe, livré à la populace. Lamartine était prêt, il s'attendait à cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va premièrement à la Chambre se prononcer contre la succession. Quelle succession? Puisqu'il n'y a plus de roi, il va y avoir une régence. Il y a bien un petit roi futur, mais il est trop petit. Alors il faut que ça soit la duchesse d'Orléans, la veuve du duc d'Orléans, prince héritier, qui prenne le pouvoir. Ça sera une régence. Eh bien, il dit non, c'est impossible dans l'état où nous sommes, avec la menace sociale de la Révolution, d'avoir une femme à la tête de l'État. Je suis contre la régence, je suis pour un régime républicain. Il se précipite, attention, à l'hôtel de ville. Pourquoi? Eh bien, si on se rappelle 89, c'est à l'hôtel de ville que tout a commencé. Vous savez qu'il y a eu une espèce de municipalité assez révolutionnaire avec Bailly, avec Lafayette, révolution douce et très gentille. Mais que cette même municipalité va devenir une municipalité dangereuse avec la commune, ce qui veut dire municipalité, du 10 août 92. Il connaît son histoire, puisqu'il vient de l'écrire. Et c'est donc que tout se joue à la mairie. C'est pourquoi il va se précipiter à la mairie, entraînant un certain nombre de camarades, d'amis, pour barrer la route à des gens qu'il juge extrêmement dangereux. Je crois qu'il les voit un peu plus dangereux qu'ils ne sont, les gens des sociétés secrètes. C'est vrai qu'il y avait depuis un certain temps, au moins depuis 1840, dans Paris, des révolutionnaires très violents. Ce qu'on avait appelé en 1793 des enragés, des sobriers, des caussidières, des barbès, des raspailles, et qui étaient, selon Lamartine, un peu rêveurs et qui auraient jeté la France dans une anarchie. Il faut donc les empêcher de passer. Et c'est pour ça qu'il va constituer un gouvernement provisoire, ça ne peut pas être autre chose, à l'hôtel de ville, avec des gens qui lui paraissent très raisonnables, les gens qui écrivaient dans le journal Le National, avec le Rollin, la Réforme aussi, c'est-à-dire des révolutionnaires modérés, très modérés. Il va même prendre l'avocat Marie, M-A-R-I-E, qui va s'occuper des travaux publics, qui était presque un réactionnaire. Mais, comme il s'agit de faire survivre cette équipe toujours menacée, équipe fragile, de gouvernement provisoire, il va prendre deux personnages rassurants pour l'extrême gauche. Louis Blanc, d'une part, alors qu'il n'est pas socialiste. Je dois dire qu'il le connaît mal, le socialisme. Enfin, il estime que Louis Blanc est un rêveur, mais que son nom est important. Il lui demande, et Louis Blanc accepte tout de suite. Et il va prendre un ouvrier. Cet ouvrier, il s'appelle Albert. Quelqu'un qui travaillait aussi dans la sidérurgie, qui restera complètement muet, mais qui sera symbolique. Il y a un ouvrier au gouvernement. Et puis Lamartine, assez habilement, ne veut pas, malgré sa stature et son prestige, paraître comme le président. Il fait mettre quelqu'un qui s'appelle Dupont de l'Eure, qui a travaillé sous le directoire comme président, mais ça ne sera qu'une potiche. Lui a pris les affaires étrangères. Pourquoi les affaires étrangères? Parce qu'il connaît une certaine agitation dans Paris d'émigrés qu'il estime dangereux.
des émigrés polonais, par exemple, qui auraient bien voulu que la France intervienne militairement pour rétablir la Pologne, des émigrés italiens, et Lamartine se méfie des Carbonari, il n'a pas une grande confiance dans une unité italienne qui serait dangereuse. Donc, si je prends les affaires étrangères, dit-il, je maintiendrai la paix. Alors le voilà, mais dans une situation très menacée, et il ne sait pas trop comment il va s'en tirer. Il va même appeler au secours Victor Hugo. On a la note qu'il avait fait passer à Victor Hugo. Il lui dit, cher ami, je sais bien que vous êtes pour la Régence, mais vous êtes comme moi académicien, vous avez une grande stature. Si vous venez dans notre petit esquif, vous lui apporterez un poids supplémentaire, ou enfin une présence, une substance complémentaire. Et Hugo, qui est un honnête homme, lui dit, non, je peux pas faire ça, parce que vous savez bien, il y a 3 jours, enfin hier encore, j'étais pour la Régence, et je ne veux pas apparaître comme un habile qui, n'ayant pas obtenu de ministère sous Louis-Philippe, ne veut pas en cueillir un sous cette République qu'il condamne. Bon, pas de Victor Hugo. Il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Et Lamartine s'appuie beaucoup sur le nommé Ledru-Rollin, dont j'aurais pas mal à vous parler. Ledru-Rollin, qui était un avocat dit d'extrême gauche, qui était très tonitruant, qui faisait beaucoup de bruit, qui était un peu dans le genre Danton, enfin qui, à la tribune, faisait de grands effets vocaux, mais qui, vu de près, était beaucoup plus raisonnable qu'on imagine. C'était un nanti, c'était un homme qui s'était enrichi, c'était un avocat brillant, et l'inquiétude du nanti freinait l'opinion des révolutionnaires. Lamartine l'avait repéré comme utile. Bon, accueil du public. Eh bien là, prenons un homme que je citerai plusieurs fois, qui s'appelle Tocqueville. Je me rappelle, Raymond Aron, qui était mon camarade d'école normale, Raymond Aron, qui est mort trop tôt, avait une grande admiration pour Tocqueville. Il disait, c'est la lucidité même. C'est vrai, Tocqueville en plus écrivait bien, et les mémoires de Tocqueville sont importants. Mais ce que je veux vous expliquer aujourd'hui et apporter un certain nombre de preuves, c'est que ce Tocqueville était d'un extraordinaire cynisme. Ce Tocqueville a l'avantage d'avoir décrit la monarchie de Juillet comme il faut, à savoir que c'était le règne de la bourgeoisie. C'est Tocqueville qui a dit que c'était la bourgeoisie d'affaires qui était au pouvoir. Finalement, ça l'amusait, mais il n'était pas si mécontent que cela, et il n'était pas très content de ce renversement. Si bien qu'il va écrire carrément, ce fut une espèce d'épouvante en province, et lui est un des châtelains de province. Il dit, l'épouvante que nous avons subie, nous les châtelains, était comparable à celle qu'avaient dû éprouver les cités civilisées du monde romain quand elles se voyaient tout à coup au pouvoir des Vandales et des Goths. Les Vandales et les Goths, c'était les prolétaires de Paris, c'était l'ouvrier Albert, et c'était Louis Blanc. Alors, disait-il, il faut qu'on se défende. Et la défense immédiate, pour laquelle il n'a pas collaboré, parce que c'était un provincial, mais qui était très attentif, c'est que premièrement, on va essayer de faire une grève du travail. Qu'est-ce qu'il avait donc fait, Lamartine, pratiquement? Il fait plusieurs choses. Premièrement, il avait décidé, suffrage universel, c'est la République. Deuxièmement, il avait aboli tout de suite, le 25 février, aboli la peine de mort en matière politique. C'était très rassurant, les gens pouvaient se dire, on fera de l'opposition, on ne risque pas d'avoir la tête coupée. Et troisièmement, à la date du 3 mars, il va décider autoritairement, c'est vrai, c'est un peu abusif puisque ce n'est que le gouvernement provisoire, une réduction du temps de travail. Figurez-vous que c'était 11 heures de travail obligatoire à Paris. Il fait descendre à 10 heures. Et Dieu sait pourquoi, en province, c'était pire, puisque c'était 12 heures, et il fallait faire descendre à 11 heures. Eh bien, ça, c'est très, très mal vu par le patronat, qui estime même que c'est scandaleux, et la Revue des Deux Mondes et le Journal des économistes, très rapidement, vont faire des attaques très sérieuses. C'est un attentat, la Revue des Deux Mondes. La Revue des Deux Mondes, c'était la grande revue convenable qui essaye de leur devenir dans les milieux bien pensants. Un attentat, je dis bien un attentat, une violence faite à la liberté. Et puis, on ne saurait laisser l'État s'immiscer ainsi dans les transactions industrielles. Bon, alors quelle est la riposte? Blockout. Peu à peu, en moins de 15 jours, plus aucune entreprise ne travaillera à Paris. On a mis à la porte des ouvriers, c'est entendu, le patronat va y gagner un peu, mais enfin, on préfère se priver de bénéfices pendant quelques semaines plutôt que de travailler sous la contrainte de l'État et surtout avec un Louis Blanc au pouvoir. Lamartine va préparer une riposte, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir ces ouvriers sans travail, qui seront 70 000, 80 000, 100 000, il faut les nourrir, il faut les entretenir. Alors on va créer ce qu'on appellera des ateliers nationaux, qui avaient un moment commencé en 1889, puis qui avaient été rapidement abandonnés. Mais en fait, c'est le moyen de leur donner un peu d'argent. Et puis, pour maintenir l'ordre, puisque la garde nationale s'est dissoute elle-même et que l'armée n'est pas là, il va créer une milice nouvelle qui s'appellera la garde mobile. Et la garde mobile sera composée de jeunes prolétaires.
On embauchera dès 16 ans, s'il le faut. Ce sera des gens du peuple à qui on va donner un fusil. Et on peut leur faire confiance parce que ce sont des jeunes gens qui aiment la République et qui défendront la République. Alors il y a, je le répète, premièrement, proclamation de la République suffrage universel. Deuxièmement, abolition de la peine de mort en matière politique. Troisièmement, création des ateliers nationaux. Les gens auront 30 sous par jour, de quoi ne pas mourir de faim. Puis cette milice, et puis la réduction des temps de travail. J'ajoute que le 25 février, donc le lendemain de la prise du pouvoir, il s'était engagé dans une formule dangereuse peut-être, puisque le mot engagé est dans la formule. Le gouvernement français, je répète, 25 février, le gouvernement provisoire s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Garantir du travail à tous les citoyens. Bon, alors je vous ai dit que la première réponse du patronat avait été le caout, mais il y a la bourse maintenant. Eh bien, les chiffres de la bourse sont très intéressants, puisque en quelques jours, c'est un écroulement. Elle s'est fermée toute seule le 24 février, elle va rouvrir le 3 mars. Eh bien, les chiffres sont les suivants. Le 23 février, le 5% était à 116. Et quand on rouvre la bourse, le 3 mars, il est tombé à 97, il passera à 89, puis s'établira à 75. Quant au 3%, il était à 73 le 23 février, il va passer à 58 et tombera à 47. Quant à la Banque de France, elle organise elle-même l'évacuation, oui j'ai dit bien, l'évasion de l'or, et on lance un emprunt que Lamartine a cru devoir baptiser emprunt national, pour lequel on demande, enfin l'État demande 100 millions, la souscription qui sera ridicule atteindra seulement 441 000 francs. Néanmoins, cette bourgeoisie et ses grands possédants, qui s'étaient affolés, se rassurent assez rapidement en voyant le comportement de ces gens qui sont armés, de ces ouvriers qui ont des fusils à la main, et qui se conduisent, pardonnez-moi, comme des enfants de cœur. Spontanément, les ouvriers de Paris ont créé des groupes qui vont se tenir en faction devant les hôtels particuliers, devant les maisons riches, avec des inscriptions qu'ils ont fabriquées eux-mêmes, mort aux voleurs. C'est le calme le plus parfait. Il n'y a plus de délinquance, il n'y a plus d'attentats, enfin on n'a jamais vu une chose pareille. Et puis surtout, voilà un journal qui s'appelait Le Peuple Constituant, qui dans son numéro du 10 mars annonce « Le prolétariat parisien met de bon cœur 3 mois de misère au service de la République ». C'était extrêmement gentil en effet. C'était ces gens qui vous disaient « Eh bien oui, évidemment très malheureux, mais on fait confiance au gouvernement. Il ne se produira rien pendant 3 mois. On vous donne 3 mois, on ne bougera pas, on ne va pas faire de révolution violente, on va attendre, mais au bout de 3 mois, j'espère que nous serons servis, que notre situation sera améliorée. 3 mois de misère, 3 mois de tranquillité, vous pensez bien que les gens qui, comme Tocqueville, ont décidé de remonter le courant, ne perdront pas leur temps. Il faut vous dire que les gens qui sont d'abord épouvantés se rassurent peu à peu en voyant que Lamartine a une si grande place au gouvernement. Qui c'est Lamartine? Mais c'est un monsieur très bien, c'est monsieur de Lamartine. C'est un homme qui a 3 châteaux. Il n'est pas possible que ce monsieur nous trahisse. Alors on voit des choses curieuses, par exemple le chargé d'affaires russe qui s'appelle Kiselev envoie une dépêche à son gouvernement, c'est son devoir pour dire ce qui s'est passé, et il écrit littéralement « Monsieur de Lamartine a sauvé Paris ». Il personnifie la réaction inspirée par les sentiments conservateurs de toute la population aisée. Ce qui est encore plus beau, c'est le comte Apponyi, qui est un Hongrois mais qui est attaché à la légation d'Autriche-Hongrie, et qui dit « Béni soit la tartine », vous entendez bien, la tartine de parole dont M. de Lamartine nourrit le bon peuple de Paris. Et enfin, il y a un monsieur qui s'appelle Marie, je vous l'ai déjà nommé, c'est un avocat qui représente la droite du gouvernement, et qui dit « Le mérite de Lamartine, c'est qu'il endort les rouges jusqu'à ce qu'on puisse les museler ». À ce propos, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler, j'y reviens un instant en arrière, Lamartine est le drapeau rouge. Vous savez qu'on lui fait honneur d'avoir repoussé ce drapeau sanglant. Il faut que vous sachiez cependant que Lamartine était favorable. Il ne voyait rien de dangereux à ce drapeau rouge, ça ne lui paraissait pas si terrible. Il faut vous dire aussi que Ledru-Rollin, qui est son ami le plus dévoué, Ledru-Rollin lui a dit que personnellement ça lui paraissait bien inquiétant. Alors Lamartine s'est décidé à faire le petit discours que vous savez, le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du Champ de Mars, tandis que le drapeau tricolore a fait le tour du monde. C'était déjà donné à Napoléon, qu'il avait pourtant jugé comme il le fallait, une espèce de certificat de grandeur, mais c'était surtout un rappel dont vous ne vous rendez peut-être pas bien compte quand il a parlé du Champ de Mars. Savez-vous, rappelez-vous, que le 17 juillet 91, le drapeau rouge, c'était le symbole
de la loi martiale. Le drapeau rouge avait été inventé par Bailly et par Lafayette pour dire que lorsqu'on mettra le drapeau rouge à la porte de l'hôtel de ville, ça veut dire que tout groupement de citoyens qui ne se dissoudrait pas tout de suite serait fusillé. Et bien Lamartine a trop beau jeu en disant le drapeau rouge n'a été autrefois qu'un symbole de loi martiale, vous n'allez tout de même pas demander à la République de prendre ce symbole-là pour emblème. Il y a en somme deux temps dans Lamartine au pouvoir, deux temps. Il y a un premier temps qui est celui du gouvernement provisoire, jusqu'à la réunion de l'Assemblée nationale. Cette Assemblée va être élue, on va en parler le 23 avril, et se rassemblera pour la première fois le 4 mai. Et puis le deuxième temps, c'est Lamartine en face de l'Assemblée. Je n'ai pas tout à fait terminé ce que j'avais à vous dire sur le premier temps, c'est-à-dire Lamartine, gouvernement provisoire, qui est un gouvernement illégitime en somme. Il ne sera légitime que quand la Chambre aura été élue et l'aura maintenu. Eh bien, il faut que je appelle votre attention sur l'habileté de Lamartine. Cet homme, le fameux rêveur fuligineux, il savait tellement bien où il allait, ce qu'il fallait faire, qu'il a créé, à côté de la police officielle, il y en avait même deux, une police à lui. Et il a dépensé, semble-t-il, quelque chose comme 100 000 francs de sa fortune personnelle. Il avait des gens à lui qu'il envoyait dans les clubs pour écouter et pour lui rapporter ce qui se passait. Il y a eu 2 jours difficiles, 2 moments de crise, le 17 mars et le 16 avril. Les 2 fois, on a commencé à parler même de communisme. Ça ne représentait pas grand-chose à ce moment-là, c'était quelques illuminés. Mais enfin, le mode communiste suffisait à épouvanter les gens. Eh bien, il est vrai qu'avec un homme comme Blanqui, on pouvait redouter un mouvement communiste. Il faut que vous sachiez que Caussidière, dont j'ai prononcé le nom tout à l'heure, Caussidière, c'était un malin. C'était un gros type, il était venteux, il était moustachu, il était gueulard, il remuffait des effets de sabre. Enfin, il donnait l'impression de tout avaler. En réalité, c'est un homme très malin, très habile, qui s'était emparé tout seul de la préfecture de police. Mais Lamartine, le voyant agir à cette préfecture de police, il y avait confirmé. Pratiquement, c'était un malin, c'était un homme qui était tout à fait dévoué au gouvernement et qui ne voulait absolument pas que l'anarchie s'établisse. Et puis, il avait, Lamartine, des amitiés réelles du côté des Rouges, de ceux qu'on appelait en souriant les Rouges. Barbès, en particulier. Vous savez, Barbès, c'est un homme écoutez. Barbès avait été arrêté, condamné à mort, et c'est Lamartine qui avait obtenu du pouvoir que Barbès ne soit pas exécuté. Il y avait donc une reconnaissance profonde de Barbès. Il y avait respect du côté de Raspail, respect du côté de Sobrier, c'était des gens qui appuyaient Lamartine. Et puis, il y a la question Blanqui. Là, je dois vous dire que je ne sais pas. Il y a, à mes yeux, un petit mystère. Il est vrai que Lamartine avait des contacts avec Blanqui. Et que plus tard, lorsqu'on lui reprochera, « Vous étiez bien avec Blanqui », diront ses ennemis. Alors il a répondu, « Eh bien, j'ai conspiré avec Blanqui comme le paratonnerre conspire avec la foudre », dit-il. On sait en particulier que le 16 avril au matin, le jour où on attendait une manifestation qui pouvait être dangereuse, à 6 heures du matin, Lamartine avait reçu chez lui Barbès et ils avaient été 2 heures en conversation. Qu'est-ce qu'il lui avait dit ? J'ai une petite idée, mais je n'en suis pas sûr. On avait publié un document, on appelait ça le document Taschereau. Un document qui était sorti, mais qui semblait prouver, que pour se tirer d'affaire personnellement, Blanqui avait, à une certaine date, lâché les camarades, donné les camarades à la police. Alors il est possible, vous savez, je ne m'avance pas, mais il est possible que Lamartine ait fait une allusion discrète à Blanqui, à ce document, et que peut-être il le faisait, entre guillemets, chanter. Toujours est-il que Blanqui ne fera rien, comme on avait redouté qu'il fasse, le 16 avril. Alors nous y voilà, maintenant ce sont les élections, on les a fixées le jour de Pâques, le 23 avril 1848. Et c'est là qu'il faut faire intervenir de nouveau notre ami Tocqueville, avec son tranquille cynisme. Tocqueville dit, alors c'était la première fois qu'il y avait le suffrage universel. Dans mon pays, les braves paysans n'y comprenaient absolument rien. Comme ils étaient très gentils, le jour où ils devaient voter, le 23, qui était le dimanche de Pâques, je les avais réunis avec l'appui des maires des petits villages, et on les avait mis en rang. Peut-être pas tout à fait au pas cadencé, mais c'est en rang qu'on les avait conduits au chef-lieu de canton, avec chacun, entre les mains, le bulletin de vote qui était convenable. Ça me fait penser à Madame George Sand. Savez-vous qu'en 1871, lorsqu'à les élections de février 1871, Madame Sand a écrit une lettre où il dit à un ami « C'est très inquiétant ce qui va se passer, mais heureusement que mon département, c'est l'Indre, est d'un des plus noirs sur la carte de l'alphabétisme en France, parce que les Russes ont l'habitude de voter toujours pour les notables, ceux qui savent, ceux qui lisent. Alors les tranquilles, ça, les gens de bien qui vont être élus. » Ça, c'était l'idée de Madame Sand. Eh bien, c'est certainement l'idée, mais vérifiable, de Tocqueville. Les braves gens, ces Russes, dont beaucoup sont analphabètes, on leur demande de faire quelque chose qu'ils ne comprennent pas, d'aller mettre un bulletin de vote dans l'urne, on va nommer le châtelain, le curé, il y aura beaucoup de curés élus, le notaire, parce que c'est des gens
gens qui sont convenables. Alors Lamartine s'y attendait un peu, s'attendait à une chambre très conservatrice, mais il avait une idée derrière la tête. Il s'était dit, ces gens, je vais les faire avancer à reculons. C'est-à-dire, je vais leur faire un petit peu peur, je vais obtenir d'eux pas tout à fait ce qu'on voudrait, pas tout de suite, mais du moment qu'il y aura le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est l'espérance, hein. Parce que le suffrage universel, c'est tout le monde. Eh bien, c'est pas toujours que les gens pauvres voteront pour les gens riches. Il y aura un moment où les pauvres se défendront eux-mêmes et feront aller à la Chambre pour les représenter des gens qui les représenteraient pour de bon. C'est ça l'idée de Lamartine. Lamartine a une certaine espérance. Il s'est dit que ça sera une chambre conservatrice, mais j'arriverai bien à les manœuvrer, puis ils ont confiance en moi. Il ne se rend pas compte du tout de ce qui se passe, Lamartine. Il ne comprend pas ce que M. de Tocqueville écrit avec, vraiment, c'est le mot, un cynisme incroyable dans ses mémoires. Je dis ça lentement parce que vraiment c'est énorme. Hein. J'avais toujours cru qu'il ne fallait pas espérer régler par degrés et en paix le mouvement de février, qu'il ne serait arrêté que tout à coup par une grande bataille livrée dans Paris. Cette bataille, il était à désirer qu'on saisisse la première occasion de la livrer. Quelques jours après le 23 avril, il se passe à Rouen quelque chose qui mérite d'être raconté. Il y avait à Rouen un avocat qui était devenu procureur et qui était même devenu député-maire. Et à Rouen, il y a le 27 une émeute, alors qu'on n'avait pas vu à Paris, mais une émeute de gens qui, au vu du résultat des élections, c'est la droite qui est passée, s'inquiètent et poussent des cris. Ils n'ont pas armé, mais enfin ils sont menaçants. Alors M. Sénard fait appel à une garde nationale reconstituée et à la ligne, c'est-à-dire à l'armée, et fait tirer. 34 morts, 250 arrestations, et du côté des forces de l'ordre, quelques blessés légers, pas un tué. Ça fait un bruit énorme. Ce que a fait M. Sénard est extraordinaire dans les mémoires d'Odilon Barrot. Odilon Barrot, vous vous rappelez, c'était l'homme de l'opposition dynastique, l'homme de l'opposition pourrie. Barrot a osé écrire dans ses mémoires ceci: M. Sénard n'hésita point à donner l'ordre d'ouvrir le feu. J'ai peine à vous lire ce qui suit. Nous ne pouvons qu'honorer un tel acte de courage civil, beaucoup trop rare dans notre France. Beaucoup trop rare dans notre France. Eh bien, c'est tout à fait la pensée de M. de Tocqueville. Il faut s'arranger pour qu'on obtienne le moyen de faire rentrer la canaille au chenil par des moyens appropriés. Marie travaillait avec Arago sur la question des ateliers nationaux, je vais vous en parler, et aussi sur la question de l'armée. Arago dira plus tard, devant la commission d'enquête, lorsque la révolution sera écrasée, il dira, c'est Arago qui parle, hein, la situation était difficile. On me demandait, pourquoi ne mordez-vous pas? Parce que nous n'avions pas de dents, répond M. Arago. C'est pourquoi Arago et Marie s'étaient occupés très spécialement de l'armée. Ils avaient obtenu le 24 avril 19 millions d'un seul coup pour l'armée, et le 3 mai 80 millions. Alors cette armée commençait à être sérieuse, mais elle était en dehors de Paris, puisque depuis le 24 février, l'armée n'était plus dans Paris. Et ça inquiétait les honnêtes gens, dont le Dru-Rollin. Car il faut que vous sachiez que le Dru-Rollin, qui avait un bulletin, ce bulletin de la République, qui était rédigé par Madame Sand, avait très envie de voir l'armée rentrer dans Paris. Et le 20 avril, donc quelques jours avant, le 20 avril 1848, il avait fait rentrer l'armée dans Paris, à toutes fins utiles, avec un discours dont j'ai plaisir à vous lire le début. L'armée, c'est le peuple. Le peuple, c'est l'armée. Plus de soupçons, plus de défiance. On croirait que vous avez peur. Vous qui êtes si grand, disait-il aux prolétaires. Toujours est-il qu'en effet, le 20 avril, l'armée est rentrée dans Paris. Alors, on y est. Lorsque les députés sont là, beaucoup se précipitent, c'est raconté par Armand de Melun. Beaucoup se précipitent chez M. de Lamartine, dans son salon, rue de l'Université, pour lui dire, écoutez, on a confiance en vous, hein. Il faut évidemment que vous preniez le pouvoir tout seul. On fera un consulat, ce que vous voudrez, vous seriez premier consul ou consul tout seul, mais enfin que vous preniez la tête des honnêtes gens. Les honnêtes gens est un mot qui aura une très grande fortune en 1848 et 49. C'est un mot, il faut que vous le sachiez, qui avait été inventé par Lafayette. Les honnêtes gens, ce sont les gens de bien. Et comme je l'ai dit quelquefois, on n'est pas un gens de bien si on n'a pas du bien. Par conséquent, c'était les possédeurs. Hein. Alors les gens se précipitent, ces nouveaux députés se précipitent chez Lamartine et disent, un homme comme vous, n'est-ce pas, on a confiance, vous allez chasser les socialistes et on va faire un gouvernement sérieux. Et au lieu de dire oui, Lamartine dit, non, je veux qu'il y ait une commission exécutive que vous allez nommer, qui sera un gouvernement encore provisoire, mais sous le contrôle de l'Assemblée, et j'ai un programme à présenter. Alors je me permets de vous expliquer ce programme lentement.
Premièrement, Lamartine demande que le traitement des instituteurs soit sérieusement augmenté. L'instituteur avait 50 francs par mois. Et pour vous donner une idée, il faut savoir que les députés s'étaient alloués 750 francs par mois. Deuxièmement, taxer le prix du charbon. De quoi se mêle-t-il? Quoi? On va taxer maintenant comme avec le maximum de Robespierre. Suppression du remplacement militaire. Vous savez que quand il y avait une guerre, même oui, les gens riches pouvaient acheter un remplaçant, un pauvre qui allait se faire tuer à la place du riche qui n'avait pas envie d'y aller. Alors suppression. Impôt sur les successions, nationalisation des chemins de fer et impôt sur le revenu. Vous n'imaginez pas ce que peut faire ce mot, impôt sur le revenu. Je vais vous rappeler deux petites choses à ce propos. En 1871, bien entendu, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et comme la France a 5 milliards d'indemnités à verser à la Prusse, un député propose qu'elle établisse l'impôt sur le revenu. Alors, petit monsieur Thiers, qui était là au premier rang, jaillit de son banc, et dit, mais l'impôt sur le revenu, messieurs, c'est l'Inquisition. En 1895, monsieur Raymond Poincaré, futur président de la République, qui était à ce moment-là simple ministre, et comme le gouvernement qui s'appelait Léon Bourgeois avait proposé l'impôt sur le revenu, M. Poincaré fit 5 discours, pas un, mais 5 discours pour s'élever contre l'idée de l'impôt sur le revenu en disant « c'est le secret des fortunes violées ». Eh bien voilà, ce secret des fortunes violées en 95, cette inquisition de 71, M. de Lamartine ose la proposer en 1848. Vous imaginez, fureur, je dis bien les fureurs contre lui. La revue des Deux Mondes et le correspondant c'était, si vous voulez, la revue des Deux Mondes cléricales, qui écrivent conjointement « Monsieur de Lamartine a manqué sciemment, volontairement, à la mission que lui avait confiée le suffrage universel. » On se demande quelle était cette mission. Et Lamartine avait répondu indirectement en disant « Oui, j'ai un certain programme parce que je ne veux pas que la République ne soit qu'un mot de déception et de mensonge. » Alors il se coule. Un homme qui a dit des choses pareilles doit être renversé. Et dans les dernières minutes qui me restent, je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Avec une habileté génial. Ouvrez donc l'éducation sentimentale de Flaubert. Vous y voyez un personnage épisodique qui s'appelle d'Ambreuse, qui est banquier. Et ce banquier dit, on parle des événements, c'est un peu après 1848, heureusement que nous sommes tirés d'affaire grâce à M. de Falloux. C'est vrai, grâce à M. de Falloux. Qui était M. de Falloux? Eh bien, c'est un député conservateur, c'était un grand catholique, c'était un homme extrêmement pieux, du moins d'apparence, parce qu'il dit « je suis un catholique mondain », mais on a le droit. Alors M. de Falloux a fait le raisonnement que voici. Il faut mettre la République en état d'alerte, et la République sera obligée de rétablir l'ordre. Il faut obtenir une insurrection, parce que c'est la République qui tirera sur les ouvriers. Et c'est tellement facile, c'est les ateliers nationaux. Parce que l'histoire des ateliers nationaux, que je me suis borné jusqu'alors à évoquer d'une allusion rapide, il faut la connaître. Vraiment une sombre bouffonnerie. Ateliers nationaux, surtout qu'ils ne travaillent pas. Parce que si jamais l'État se substituait aux entreprises privées, ce serait un dommage incalculable. Il faut donc que ces ouvriers, quels qu'ils soient, il y en a qui sont des chaudronniers, des ouvriers bijoutiers, il y en a qui sont des maçons, fassent tous la même chose et surtout improductifs. Alors on va les employer à faire des terrassements au champ de Mars, on leur fait ouvrir des tranchées et puis rebouche ces tranchées. Ces gens sont indignés. Nous avons, je les ai vus, même en photocopie, des protestations écrites. Mais travaillons en faisant des choses utiles. Par question, et cet imbécile de Victor Hugo qui ne sait pas le jeu, va pas prendre la parole à la Chambre pour demander de transformer les ateliers nationaux d'institutions inutiles au couteau en institutions utiles pour les travaux de l'État. C'est pas ce qui se dit. Alors, M. de Falloux a trouvé, lui. Premièrement, c'est une création socialiste. C'est pas vrai. Louis Blanc n'y est pour rien. Mais il est répandu dans le public que les ateliers nationaux, c'est socialiste. Eh bien, vous voyez ce que c'est. Socialisme en action, c'est ça, une accumulation de, c'est la correspondant qui parle, une accumulation de prolétaires que les promesses exaltent et à qui le travail répugne. C'est un scandale, les ateliers nationaux. Ça coûtait épouvantable cher. Monsieur de Falloux va faire le 22 mars une dénonciation foudroyante. Monsieur de Falloux dit que c'est l'institution ruineuse a coûté à la France 7 240 200 francs, mais elle a soin de ne pas ajouter que l'armée avait coûté 120 705 419 francs. Eh bien ça y est, on va annoncer à ces ouvriers que d'ici 3 jours, ils vont être congédiés. Mais ils ne vivent que de ça. Ils ont 30 sous par jour, juste de quoi ne pas mourir de faim. Si dans 3 jours, ils n'ont plus rien, ben ces ouvriers vont se soulever, c'est ça qu'on veut. Madame de Lagrange écrit dans ce journal intime publié il y a peu de temps, on veut les laisser, ce les représente la commission exécutive, ils sont 5 membres, c'est Lamartine le plus important, on veut les laisser commander de mitrailler le peuple, et demain, on leur fera donner la démission. C'est le 23 juin qu'elle écrit ça.
Les metteurs en scène, les organisateurs, ont 2 hommes à eux. Cossidière n'est plus là, bien entendu, il n'y a plus de préfet de police inconvenant. C'est à la suite d'une comédie qu'on a jouée le 15 mai lorsqu'on a fabriqué, c'est le ministère de l'Intérieur lui-même, Recure, qui a organisé ça, une fausse invasion de la Chambre qui était simplement un coup de filet pour mettre en prison les Raspail, les Barbès et les autres. Alors il n'y a plus de mauvais préfet de police, il y a à la place un banquier qui s'appelle Trouvé-Chauvel, donc l'homme le plus rassurant. On a le ministre de la Guerre. Le ministre de la Guerre, il s'appelle Cavaignac. Et c'est une créature de Lamartine. Parce qu'il a eu confiance au nom de Cavaignac. Cavaignac est le fils d'un conventionnel. Le père Cavaignac était de la Convention. Et d'autre part, Cavaignac Eugène était frère de Godefroy. Et Godefroy Cavaignac, mort trop jeune en 1845, était un journaliste plein de talent, mais républicain. Alors Lamartine s'était dit, Cavaignac, excellent comme ministre de la Guerre. Il ne se rend pas compte que dès que Cavaignac a été ministre de la Guerre, il s'est accointé avec ce qu'on appelait la rue de Poitiers. La rue de Poitiers, c'était une façon de dire rapidement, c'était dans les locaux de l'ancienne Académie de médecine rue de Poitiers que se réunissait le conseil de guerre de la droite agissante. C'est là où M. de Falloux était écouté. Et Cavaignac est maintenant dans les mains de la rue de Poitiers. Lamartine voit trop bien ce qui se prépare. Il sent qu'on va lancer les ouvriers qui sont réduits à la famine, on va les lancer dans une insurrection. Alors il compte sur Cavaignac pour les empêcher. Il a dit à Cavaignac, faites entrer des régiments dans Paris. Cavaignac dit, c'est entendu. Le 23 juin, écoutez-moi bien, il y a 60 000 hommes dans Paris. Alors Lamartine a fait venir Cavaignac le 22 et lui a dit, demain, je vous demande demain de répandre vos hommes dans tout Paris. Parce qu'il faut intimider ceux qui veulent se révolter. Sans ça, on va être obligé de leur tirer dessus. Si vous mettez des pelotons partout, si vous mettez des canons, je dis bien des canons, dit Lamartine, dans les carrefours, les types n'oseront pas faire de barricades. On épargnera leur sang. Le 23, à 9h du matin, Cavaignac sort de son bureau du ministère et est introuvable de toute la journée. Le 23, introuvable de toute la journée. Or, à partir du 23 à 10h du matin, les barricades commencent. Ce que l'on veut, c'est que ces barricades se dressent, c'est qu'on commence à tirer des coups de fusil et qu'on puisse dire « c'est la République qui tire sur les ouvriers ». C'est bien en effet ce qui va se produire. Lamartine, le 23 au soir, va essayer de se faire tuer, jeudi, essayer de se faire tuer sur son cheval, qui était d'un gros cheval blanc avec une étoile noire sur le front. Il va se présenter devant une barricade du faubourg du Temple et il parle aux ouvriers. Et comme les ouvriers avaient toujours confiance en Lamartine, leur fusil s'abaisse. Il avait espéré se faire tuer, il ne se fait pas tuer. Et le lendemain, à 10h du matin, la Chambre, l'Assemblée nationale décide que tout pouvoir civil et militaire sont confiés au général Cavaignac. Alors vous savez sans doute la suite, le général Cavaignac va en effet utiliser les canons, mais il va faire tirer sur les maisons ouvrières, il y aura environ 30 000 morts, c'est-à-dire que l'on aura rappelé au bon sens les ouvriers, qu'on les aura découragés de revendications inconvenantes. Et bien Lamartine est tombé, c'est plus rien du tout maintenant. Lamartine va s'obstiner quand même à travailler encore. Il va demander, quand on discute la Constitution, que le droit au travail soit inscrit dans la Constitution et que si on ne veut pas le droit au travail, au moins que l'on mette, l'État s'engage à assurer la vie de ceux qui seraient réduits à un chômage forcé. Et il est fou. On va payer alors les paresseux. Pas question. La dernière fois, savez-vous, que Lamartine fera un article militant, c'est le 22 novembre 1851. Nous sommes à la veille du coup d'État. Il le sent venir, mais il n'ose pas croire que Louis-Napoléon Bonaparte le fera. Il a assisté en 1850 à ce qu'il faut bien appeler l'équarrissage du suffrage universel, puisque le 31 mai 1850, M. Thiers avait demandé que la ville multitude, entre guillemets, la ville multitude soit écartée du suffrage universel. C'est-à-dire 3,5 millions de pauvres qui n'auront plus le droit de voter parce qu'ils sont pauvres. Eh bien, le dernier texte de Lamartine se terminait le 22 novembre 1851 par un cri de fidélité et d'espérance. Vive la République! Lamartine, qui voyait venir le danger, avait fait tout ce qu'il avait pu pour que l'insurrection ne se produisît pas. On pourrait dire qu'il s'est, pendant 3 semaines, arc-bouté contre la porte qui devait livrer passage aux furies.